Merci Yves-Marie. Donc effectivement, cet après-midi, je vais vous parler d'un projet qui a eu lieu au cours de l'année 2018, donc qui se perpétue encore aujourd'hui. Alors je vais vous relater cette mission, et cette mission, elle a suscité pour moi tout un tas de questionnements qui seront évoqués directement ou évoqués de manière plus subliminale, et qui peut-être évoqueront également pour vous un certain nombre de questionnements. Voilà. Donc cette mission, elle a débuté en fait il y a un an exactement par la venue à Nancy du ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, puisqu'en fait le seul vrai jardin botanique de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle le jardin de Bingerville, est rattaché au ministère des Eaux et Forêts, et donc c'est le ministre des Eaux et Forêts qui en a la charge, et il est venu nous voir à Nancy pendant une journée pour établir un partenariat. Voilà, donc ça s'est clôturé 3 mois plus tard par la venue, comme je l'ai écrit le 1er juin 2008, du vice-président de la Côte d'Ivoire et de 2 ministres à Nancy, dans le but que le jardin de Nancy aide ses homologues ivoiriens à un projet de développement. Sauf que les modalités du développement, on ne pouvait pas les savoir au préalable. Donc la première chose a été de se rendre sur place, ce que j'ai fait au mois de novembre dernier pendant 8 jours, pour rencontrer mes homologues et établir un petit peu les axes de coopération possibles. Voilà. Donc pour dire un mot sur l'endroit où je travaille aujourd'hui, donc effectivement c'est un jardin qui est co-géré par la métropole du Grand Nancy et l'Université de Lorraine. Donc c'est un partenariat qui est très intéressant parce que toute la dimension culturelle et conservatoire est gérée par la métropole. Et effectivement on a un pôle universitaire avec des personnels qui sont mis à disposition, un directeur scientifique et des étudiants qui viennent faire quelques centaines d'heures de vacations chez nous. Et d'ailleurs, une collègue à moi, Geneviève, qui est devant, voilà, est une des personnes de l'Université de Lorraine qui est mise à disposition pour des activités scientifiques au jardin. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est plus petit que la France, qui est de forme à peu près carrée. La capitale politique, c'est Yamoussoukro, mais la vraie capitale historique et économique, c'est bien sûr Abidjan. Et puis un certain nombre de parcs nationaux qui existent et qui ont été créés. Donc il y a une couverture à la fois dans la partie sud et dans la partie nord, ce qui est très important puisque, comme ça a été évoqué ce matin par Didier, on a effectivement le long de l'ouest africain des zones climatiques extrêmement marquées, avec dans la partie sud la zone guinéenne, qui est de la forêt sempervirente tropicale équatoriale, et puis ensuite une zone soudano-sahélienne et ensuite sahélienne. Donc on a une structure de végétation qui va donc de zones très humides à des zones un petit peu plus sèches. Voilà, on n'est pas encore dans le désert du Sahara, mais il y a effectivement cette gradation. Et une des zones qui sera importante pour nous, c'est cette zone du sud, puisque dans mon propos, à un moment donné, on va être amené à parler du cacao, qui est un sujet extrêmement important pour la Côte d'Ivoire. Et les zones concernées par le cacao, c'est effectivement ces zones du sud. Voilà. Et le jardin botanique, qui a été l'objet principal de la collaboration, c'est un jardin un petit peu comme ce qui a été dit ce matin, c'était 1903. Si celui-ci, à l'époque coloniale, donc 1904, les autorités françaises ont créé un jardin d'acclimatation dans lequel ils ont rassemblé plusieurs centaines d'espèces dans le but de les acclimater et de voir leur potentialité industrielle. Alors l'entrée du jardin de Bingerville, donc ça a été fait autour d'un orphelinat qui aujourd'hui est abandonné. Et l'axe principal, en fait, c'était le bambou géant chinois, qui est un bambou industriel qui a été énormément planté pour tout un tas d'outils et d'activités qui étaient faites à l'époque industrielle. Enfin, pour des activités d'ordre industriel, et aujourd'hui encore, on a cette immense allée à l'entrée du jardin botanique. Alors aujourd'hui, la vocation scientifique du jardin, dans l'état actuel, elle a malheureusement disparu, mais c'est un jardin qui a plus d'un siècle, donc il y a un patrimoine végétal qui est très très intéressant, il y a des arbres centenaires à l'intérieur, et les inventaires indiquent aujourd'hui plus de 400 espèces quand même, végétale. Donc c'est un jardin qui est très très beau, mais le caractère scientifique et conservatoire aujourd'hui a malheureusement totalement disparu. Alors qu'on est, ce que je ne vous ai pas encore précisé, c'est que Bingerville, c'est la banlieue d'Abidjan, donc on est en milieu complètement urbain. De nombreuses villes africaines, comme vous le savez, ont des démographies absolument gigantesques. C'est des villes qui gagnent des milliers et des milliers et des milliers d'habitants chaque année.
Et le jardin de Bingerville, aujourd'hui, est complètement ceinturé de population. Et donc, un parc comme celui-ci, qui est un des rares poumons verts de la ville d'Abidjan et de sa périphérie, eh bien, a un rôle ludique, récréatif et pédagogique extrêmement important à avoir, ce qu'il n'a pas malheureusement pour l'instant. Alors, l'objet de la coopération, comme je vous le disais, c'était de rencontrer les collègues. Donc le jardin est rattaché au ministère des Eaux et Forêts. Le ministère des Eaux et Forêts, c'est une administration qui est sur une base excessivement militaire, hein, avec toute une gradation assez militaire. Et effectivement, vous voyez mes homologues. Donc mes 3 homologues, voici le directeur du jardin botanique, un colonel en charge des programmes de développement durable à l'échelle du pays, le botaniste, un botaniste qui est aujourd'hui à la retraite, et puis le moment où la convention a été signée entre le vice-président et la métropole, eh bien, les autorités, et notamment l'ambassade de France, se sont associées au projet. Pour une raison que je peux vous évoquer, c'est qu'il y a énormément d'enjeux économiques entre la Côte d'Ivoire et la France, et mettre un projet à caractère un peu plus scientifique, éducation de l'environnement, eh bien, ça donne un attrait un peu intéressant. Et donc l'ambassade de France s'est saisie de cette mission pour être présent lors d'un certain nombre de réunions, et puis d'associer le CIRAD, puisque le CIRAD a une antenne importante à Abidjan, et donc une partie de la mission a été faite avec un chercheur du CIRAD qui travaille sur les projets du cacao. Voilà. Alors, jardin botanique avec des essences intéressantes, hein, le fameux fromager. Alors, c'est un arbre américain, c'est un arbre somptueux. Quand vous sortez de la ville et que vous montez à l'est, à l'ouest ou au nord, eh bien, malheureusement, une grande partie de la forêt a disparu. Et les rares arbres que vous voyez émerger le long de la route, eh bien, sont bien souvent des fromagers, qui est un arbre qui n'est pas d'origine africaine et qui est un arbre assez majestueux, dont il existe un individu remarquable au sein du jardin botanique. Et puis c'est un jardin, comme je vous le disais, qui a servi d'acclimatation, donc dont de nombreuses plantes utilitaires ou industrielles ont été plantées au sein du jardin, notamment un anacardier, qui est un arbre important, puisque dans toute la partie nord du pays, eh bien, l'anacardier est un arbre qui vient très bien, qui est un arbre américain, et qui a vocation, pour des raisons économiques, à servir à l'exportation, donc à faire rentrer des devises dans le pays. Donc un arbre dont les plantations augmentent d'année en année pour avoir des devises et des rentrées d'argent. Dans la partie sud, une autre production importante, c'est l'EVA, hein, le caoutchouc, qui est également un arbre américain, le cacao, bien sûr, et puis le palmier à huile. Voilà, ce sont les principales ressources agricoles du pays. Voilà, donc une très belle plantation de palmier à huile qui avait été faite pour tester l'acclimatation de la plante dans le pays. Donc c'est vraiment récréatif, hein, le lieu est absolument somptueux. Donc c'est très très beau. Effectivement, les gens viennent et utilisent cet endroit botanique comme un parc de récréation assez courant. Il y a beaucoup de photos de mariage qui se font là-bas. Mais la vocation scientifique, malheureusement, aujourd'hui est au second plan. Et ce palmier à huile, donc j'ai voulu le préciser pour ceux qui sont allés sur place. Donc le palmier à huile est un arbre important en Côte d'Ivoire. Il a fait l'objet de nombreuses plantations. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas seulement pour l'exportation. Pour tous ceux qui ont été dans ces pays-là, vous avez une recette qu'on appelle la sauce graine. Donc une partie des productions de palmier à huile ne servent pas à l'industrie en Occident, mais sont vraiment l'objet d'une gastronomie locale à base des graines de palmier à huile. Alors il reste une réserve foncière. Sur l'ensemble du parc, à peu près la moitié est plantée et l'autre moitié est une forêt secondaire, puisqu'il y a eu énormément de dégradation par le passé, mais depuis au moins une trentaine d'années, cette parcelle est laissée libre et il y a une forêt secondaire qui s'est installée, alors qui n'a pas vocation à être développée en jardin botanique jardiné, mais qui servira certainement dans le cadre du projet à l'éducation à l'environnement, puisque la population d'Abidjan étant très 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 étendue, pour sensibiliser les enfants à l'éducation à l'environnement, eh bien, ça peut être un endroit dans lequel on peut expliquer un peu des éléments sur la flore locale. Voilà, puisque quand même presque les 3/4 du jardin sont constitués de flore exotique, et heureusement qu'il y a cette parcelle qui permet d'évoquer la flore locale. Voilà, donc un arbre important. Alors, dans la déforestation, il y a eu plusieurs éléments importants, mais un des principaux, hein, je vous en ai mis quelques exemples,
c'est les bois précieux. Hein. Il y a eu énormément de déforestation parce qu'il y a beaucoup d'arbres précieux à très grande valeur industrielle, et notamment celui-ci, qui est le bois bêté, qui est un arbre dont vous avez un très bel alignement dans le jardin botanique, et qui est un arbre effectivement de la région équatorienne africaine. Alors, un des problèmes de ce parc, c'est effectivement que le botaniste est parti en retraite, et un jardin botanique dans lequel il n'y a plus d'activité scientifique, de botanistes pour développer des projets, eh bien c'est un peu compliqué. Il y a tout un problème de signalétique, on en parlera à la fin. Et puis il y a également un autre problème, c'est que toute cette côte, elle est essentiellement sableuse, et il y a des problèmes d'érosion énormes. Et juste pour l'illustrer, regardez, ça c'est un arbre qui a été planté donc, au moment de la colonisation en 1904. Et vous voyez, il y a quasiment 1,50 m de sol. C'est-à-dire qu'il y a une érosion d'1,50 m de sol en un siècle. Donc c'est des endroits où le sol est extrêmement évacué. Et dans la pérennité d'un jardin botanique, ça pose énormément de problèmes. Voilà, alors une des vocations quand même de cet endroit, et c'est un des sujets qui pose questionnement, c'est que compte tenu qu'ils ont des collections, donc les plantes produisent des graines, et donc ils ont créé une pépinière. Donc la pépinière, elle ne sert pas à replanter des plantes au sein du parc, puisque le parc est déjà saturé de plantes, mais ça sert de semencier. Et dans une ville avec une démographie telle que celle d'Abidjan, eh bien, il y a besoin d'arbres d'alignement, il y a besoin d'essence pour créer des parcs ou des squares. Et donc le jardin botanique a cette mission, eh bien, de servir de pépinière, de banque de semences pour tout un tas de projets liés à l'urbanisme de l'agglomération d'Abidjan. Et Didier me disait pendant le repas que vous avez vous-même profité d'un certain nombre de plantes de la pépinière du jardin botanique de Bingerville pour des projets, puisque un des soucis, je peux l'évoquer maintenant, c'est qu'il y a une flore, enfin il y avait historiquement une flore absolument incroyable dans ces forêts du sud de la Côte d'Ivoire, et qu'aujourd'hui, eh bien, une grande partie de ce patrimoine a disparu, et on n'a même plus forcément les individus et les semences en collection ou dans des jardins pour rediversifier l'ensemble de ces productions. Donc voilà une pépinière un petit peu fragmentaire, mais qui est un début d'initiative dans le but de conserver certaines espèces. Voilà. Un autre lieu qui était important à visiter, c'est le parc du Banco. Donc c'est un immense parc urbain, hein, donc qui aujourd'hui est ceinturé en quasi-totalité par de l'urbanisme, qui est un parc de 3500 hectares. Donc c'est à la fois un poumon vert, très important, et c'est également au niveau hydrique. C'est un lieu dans lequel les eaux en fait, sont traitées par la forêt, par un système de filtration naturelle, et effectivement, c'est un endroit où il y a énormément de captage d'eau qui sert à alimenter la ville d'Abidjan en eau. Il y a eu à des moments des fortes dégradations qui ont été faites dans le parc, et du coup, ça a perturbé l'ensemble du système hydrique d'alimentation de la ville, et très vite ils ont arrêté, ils ont bien compris le rôle et l'importance de cette forêt, et aujourd'hui elle est vraiment entièrement préservée. Donc c'est une forêt qui n'est pas du tout primaire, hein, malheureusement. Alors il y a quand même des chimpanzés encore, il reste une petite colonie de chimpanzés, il y en avait beaucoup plus auparavant, la population se réduit, et malheureusement elle n'a pas beaucoup d'avenir, puisque en matière de génétique, cette population, eh bien, elle est complètement isolée, puisqu'il n'y a plus le pont écologique, hein, vous savez ce qu'on appelle les corridors écologiques, hein, les trames vertes ou les trames bleues, pour pouvoir avoir des échanges génétiques avec les autres populations. Alors elle existe encore, hein, mais malheureusement elle a pas, à part s'il y a des actions particulières qui sont entreprises, elle n'a malheureusement pas beaucoup d'avenir au sein de ce grand parc. Et puis au sein de ce grand parc, il y a, pareil à l'époque coloniale, eh bien, il y a eu un arboretum qui a été fait, un arboretum d'expérimentation forestière, où il y a presque 600 espèces d'arbres qui ont été testées pour voir leur potentialité dans le climat et dans les conditions pédologiques de la Côte d'Ivoire. Alors pareil, hein, alors cette fois-ci, donc ça c'est mon collègue du parc de Banco. Alors là, au niveau politique, c'est différent. Le jardin botanique, c'est le ministère des Eaux et Forêts, et le parc de Banco, qui est un parc, eh bien en fait, ça c'est le ministère de l'Environnement. Voilà, donc qui est un autre ministère, et c'est des collègues. En fait, c'est deux ministères différents, donc la communication n'est pas forcément simple entre des fonctionnaires de deux ministères. Et pour vous dire encore, pour aller encore un petit peu plus loin, la vraie instance scientifique, c'est l'université. L'université Houphouët-Boigny qui est à Abidjan. Et là, c'est le ministère de la Recherche, et c'est encore un autre ministère, alors qu'il faudrait que ces trois entités
comme je vous le disais, dans un parc comme le Banco ou dans un parc comme Magerville, il faudrait aller mettre plus de sciences, plus de scientifiques, plus d'écologie, et il faudrait qu'effectivement ces trois ministères collaborent. Alors pareil, hein, toujours des grandes réunions. Alors c'est un parc dans lequel vous voyez, il n'y a pas beaucoup de scientifiques, par contre il y a beaucoup de militaires, hein, parce qu'effectivement il y a une pression anthropique autour de ces 3500 hectares qui est énorme, énorme. Il y a énormément de population qui veut rentrer à l'intérieur, qui veut faire des prélèvements, alors notamment la viande de brousse, bien entendu. Et puis également, alors ce qui est assez incroyable, je n'avais pas imaginé, c'est que les pratiques traditionnelles des plantes médicinales, eh bien encore, sont très très persistantes là-bas. Et il y a encore plein de plantes qui sont utilisées dans la pharmacopée ou pour l'alimentation. Et il y a beaucoup de populations qui vont à l'intérieur pour faire des prélèvements parce qu'ils ont encore l'habitude de se soigner avec des plantes médicinales de leur pharmacopée traditionnelle. Donc il y a une police particulière, hein, qui est en charge, hein, qui est armée, hein, pour surveiller l'ensemble du parc. Alors voilà, donc ça c'est les parcelles de l'époque coloniale, hein. Il y a toutes des séries comme les forestiers font, hein, dans lesquelles il y a effectivement à peu près, je crois que c'est 600, plusieurs centaines, mais je crois que c'est 600 au total qui ont été plantés. Donc c'est une manière de faire de la botanique qui est différente de celle que connaît en zone tempérée, puisqu'aujourd'hui ce sont des arbres qui font tous 20-30 mètres de hauteur, voire plus, et on a des alignements de troncs où à chaque fois ce sont des espèces différentes. Alors c'est très intéressant, mais c'est une manière de concevoir, enfin d'aborder les jardins botaniques par rapport à ce qu'on voit en zone tempérée. Là, on est face à des troncs qui sont alignés et on repère à travers les feuilles au sol ou les fructifications ou les fleurs qui tombent. Mais c'est effectivement, c'est une déambulation qui est de cet ordre-là, avec un mélange comme ça d'essence. Alors c'est très très riche, mais quand on s'y promène, on voit un îlot de verdure continu. Voilà. Quand on n'est pas tropicaliste, ce qui est mon cas, effectivement, c'est moins facile d'accès. Voilà, donc vous voyez un exemple, par exemple, une des 600 espèces, hein, c'est le dabéma. Donc pareil, c'est un arbre précieux, industriel, qui a été abondamment coupé. Voilà, donc un peuplement. Donc voilà un très bel individu dans cette parcelle d'acclimatation. Et juste pour la petite anecdote, c'est un arbre effectivement qui a le bois, où en fait quand on le tambourine, et les gens du parc m'ont expliqué que c'était un arbre sur lequel les singes tapaient, parce qu'en fait il produit une très grande sonorité. Et c'était utilisé c'est un arbre qui a été identifié par les singes pour communiquer entre eux. Alors, c'est un lieu dans lequel il y a l'éducation. Les scolaires sont accueillis, donc on leur explique un petit peu des choses sur leur flore. Bien entendu, les moyens financiers étant relativement réduits et l'agglomération étant immense, eh bien, un des rares endroits où on peut faire de l'éducation à l'environnement et expliquer aux enfants les plantes utilitaires, les plantes qu'ils consomment, eh bien, ce sont des parcs comme Bingerville ou le parc du Banco. Voilà. Et puis avec une sensibilisation particulière, j'ai trouvé ça assez sympathique. Il y a toute une explication, tout un panneau pour expliquer aux gens que la viande de brousse, eh bien, il faut éviter d'en prendre. Voilà, donc c'est quand même un endroit également dans lequel on fait de la sensibilisation. Donc un arbre emblématique de la forêt équatorienne, hein, c'est l'acajou. Il y a plusieurs essences d'acajou. Celui-là, c'est l'acajou bassam. Voilà, avec, je vous ai mis la couleur de bois qu'elle produisait. Voilà, et puis le troisième parc dans lequel j'ai été amené à me rendre dans le cadre de cette coopération, c'est à Yamoussoukro. Donc Yamoussoukro, ben, c'est la capitale politique, hein, vous savez, qui a été lancée en grande pompe au moment de l'indépendance par le roi, non, il n'était pas roi, il était président, c'est déjà suffisant, Houphouët-Boigny, et dans lequel il a créé donc, cette immense basilique que vous connaissez certainement, autour duquel eh bien, y a une plantation qui se veut pilote à l'échelle de la Côte d'Ivoire en agroforesterie. Hein, donc ça a été évoqué, l'agroforesterie. Donc vous voyez, c'est cette forme de culture dans laquelle vous avez des arbres à côté duquel il y a des productions. Alors ça peut être soit de l'élevage, soit des productions végétales. Là, en l'occurrence, c'est des bananiers. Donc on a comme ça sur une même parcelle, une activité de production agricole ou vivrière et en même temps des plantations d'arbres. Alors c'est assez petit, hein, c'est quelques dizaines d'hectares à peine, mais c'est un début d'entrée de la part du pays dans cette démarche d'agroforesterie avec cette parcelle dont ils sont extrêmement fiers. Alors un des problèmes, un des éléments qui me pose question, c'est que vous avez ici la liste des essences qui ont été plantées. Hein, vous voyez à la fin, là je vois il y a du teck, là il y a du gmelina. Donc le gmelina,
c'est un arbre asiatique. Le teck est également un arbre asiatique. C'est qu'en fait, dans ces grands programmes de reforestation, parce que comme je vous l'ai dit, une très grande partie du pays a été déforestée, et donc il y a énormément de programmes de replantation, sauf qu'il faut avoir les semences, et les pépinières en plantes locales, et qui sont aujourd'hui malheureusement fragmentaires. Donc la facilité, compte tenu qu'il y a des grands programmes sylvicoles, c'est d'aller chercher des essences exotiques. Donc il y a un acacia qui est également très très utilisé, et puis 2 essences, le teck qui est abondamment planté, et puis donc ce gmelina qu'on voit très très souvent en bois de replantation. Alors c'est un des problèmes, un des questionnements que j'ai eu avec les autorités, c'est qu'il y a un besoin de replanter, parce que la forêt a quasiment totalement disparu. Il y a, vous savez, toute une démarche à l'échelle internationale sur le carbone, les compensations carbone, de replanter des arbres avec des programmes de certains gouvernements qui donnent beaucoup d'argent pour replanter, des entreprises même qui veulent replanter. Mais en même temps, si en Côte d'Ivoire, on vient planter des essences d'origine asiatique, à la fois on plante des arbres, donc ça va piéger du carbone, mais en même temps, en matière de préservation de la biodiversité, eh bien, on est dans quelque chose d'assez mauvais, voire très mauvais, qui est de planter des arbres totalement exotiques. Donc ça pousse rapidement, ça a une seconde valorisation industrielle très rapide. Par contre, dans la préservation de la biodiversité, on est quand même très très loin du compte. Voilà, en tout cas, cette parcelle d'agroforesterie de Yamoussoukro, dont ils sont extrêmement fiers. Voilà, donc effectivement, donc là, vous voyez un teck avec sa fructification et ses grandes feuilles. Bon, le problème n'est pas typiquement ivoirien. Le teck, vous savez, c'est un arbre qui est planté dans la zone tropicale énormément à travers le monde. Donc ce problème existe ailleurs, mais c'est vrai que quand on sait, enfin moi j'ai pas connu la forêt ivoirienne, mais quand on imagine la richesse végétale de cette forêt telle qu'elle devait être il y a des dizaines d'années, et quand on voit aujourd'hui, quand on peut faire 30-40 km où il n'y a plus que des fromagers isolés, on imagine le niveau de dégradation qu'il y a eu dans ces forêts. Et il faut reconnaître que ça fait mal au cœur de voir des plantations de teck alors qu'il y avait un patrimoine excessivement important et intéressant. Alors, à Yamoussoukro, c'est exactement le même problème. C'est vrai que nous, moi, j'avais pas du tout appréhendé cette chose-là. La démographie en Afrique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut que les gouvernements offrent un cadre de vie important, intéressant aux populations, un cadre de vie viable. Mais simplement, une ville comme Abidjan, il faut vous imaginer que de manière directe ou indirecte, il y a des milliers et des milliers de personnes qui débarquent tous les jours dans ces agglomérations. Il n'y a pas de plan d'urbanisme, il n'y a pas de réseau d'assainissement, il n'y a pas de parc urbain. C'est un vrai problème de vivre de manière correcte dans des agglomérations qui ont une telle démographie. Enfin bref, en tout cas, Yamoussoukro, il avait été anticipé tout ça. Et il y a une réserve foncière de 218 hectares qui avait été fait dans le plan de développement de la ville de Yamoussoukro. Et il y a effectivement, donc là vous voyez un bout de la parcelle avec un collatier qui est au premier plan, avec pareil, donc les autorités, ça c'est le directeur du jardin botanique de Yamoussoukro, un plan de développement visant effectivement à que cette fois-ci il y ait, d'un point de vue harmonieux, une ville qui se développe harmonieusement avec des espaces verts en rapport pour assurer le bien-être de la population. Alors ça c'était l'objet principal de la mission. Et puis, en allant sur place, on m'a associé à un certain nombre d'autres réunions et j'ai voulu vous en parler parce que tout ça étant bien entendu lié, la Côte d'Ivoire, hein, vous le savez, c'est 40% de la production mondiale de cacao. Et l'histoire du cacao en Côte d'Ivoire, elle est très intéressante. Elle commence sur l'île de Sao Tomé, qui était une île détenue par les Portugais. Vous savez que les Portugais ont été les premiers, bien avant les Espagnols et de manière beaucoup plus globale, à mondialiser les échanges végétaux, parce qu'il y avait des comptoirs jusqu'en Asie, jusqu'au Japon. Ils en avaient donc en Afrique, ils en avaient en Amérique. Et ça a été les premiers, bien avant les Espagnols, à mondialiser les échanges végétaux. Et une de leurs plateformes, une de leurs bases logistiques, eh bien, c'était l'île de Sao Tomé, que vous avez ici, qui est une île volcanique. Hein, regardez, c'est dans la chaîne des volcans du mont Cameroun. Et donc sur cette île, eh bien, ils ont produit énormément de café. Et puis, donc avec ce système du commerce triangulaire, hein, vous savez, où il y avait les esclaves qui partaient, donc tout ça a été bien rodé. Donc ils ont produit énormément de café. Et puis au moment de l'indépendance, eh bien, les esclaves en fait, ont arrêté de produire de moins en moins de café. Ils se sont lancés dans la production de cacao, à tel point que de 1895 à 1905, la Sao Tomé était le premier producteur au monde de fèves de cacao. Et 1905, vous voyez, c'est le basculement, c'est le moment où les colonies françaises
Et là, on revient au jardin botanique de Bingerville, 1904. Eh bien, dans le jardin botanique de Bingerville, il a été planté dans le jardin d'acclimatation eh bien, un premier cacaoyer qui est encore aujourd'hui considéré comme le plus vieux cacaoyer de Côte d'Ivoire et qui a été le lancement donc, de toute la production cacaoyère de Côte d'Ivoire. Voilà, donc aujourd'hui, je vous le disais, hein, quand on parle de cacao en Côte d'Ivoire, on n'est pas en train de rire, hein, puisque c'est juste 5 millions de personnes qui vivent directement ou indirectement de la production de cacao. Donc c'est juste absolument considérable, 40% de la production mondiale. Et quand il est question de cacao, c'est très stratégique. Vous voyez, ça c'est le jour où on est allé voir une plantation de cacao avec le ministre qui est ici. Eh bien, c'est tout de suite, tous les ministères sont là. Cargill, un grand groupe américain, est présent aussi, parce que quand on parle cacao, on sent qu'en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'assez important. Alors, la problématique, elle est simple, hein, c'est que 1904, l'arrivée du premier cacaoyer à Bingerville. Le cacaoyer, je résume, ça produit pendant une trentaine d'années. Ils ont développé là-bas sur place une variété particulière hein, qui s'appelle Mercedes. Alors Mercedes, pourquoi? Parce que les Mercedes, ça va très vite. Et les cacaoyers Mercedes développés par le centre de recherche hein, eh bien, produit au bout de 18 mois ses premières fèves de cacao. Sauf que le cacao, c'est un arbre exigeant, c'est un arbre qui consomme énormément, qui épuise les sols. Et au bout de une trentaine d'années, eh bien, malheureusement, la production s'amoindrit, il faut avancer. Et donc les grandes plantations cacaoyères, elles ont commencé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc dans cette zone sud. Et en fait, eh bien, les déforestations ont progressé. Et aujourd'hui, toute la partie potentiellement utilisable pour le cacao sont utilisées, ce qui a été un des éléments importants dans l'immense déforestation de la Côte d'Ivoire. Sauf qu'on sait que tout ça a une fin, puisque je vous ai dit au bout de 30 ans, eh bien, ça s'arrête, les sols sont épuisés. Aujourd'hui, c'est la base de l'économie de la Côte d'Ivoire, et qu'il n'y a plus d'arbres, il y aura bientôt plus de sol. Les essences, eh bien, c'est celle-ci, hein, qui est plantée quasiment partout, un clone unique. Et donc, tout ça n'est pas durable. Et c'est là où, effectivement, il y a tout un tas de projets qui sont faits. Et notamment, ça, on en parlera peut-être dans les questions, c'est là où le jardin botanique, à travers une pépinière, de la sensibilisation, de l'éducation à l'environnement, eh bien, peut être un élément qui peut vraiment être utile dans la société, dans les problèmes économiques de ce pays. Alors, Alors, pourquoi également, oui, il faut que je vous parle de ça, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a eu une ONG qui a attaqué, qui a levé un élément, c'est qu'aujourd'hui, le cacao est planté, à l'époque d'Houphouët-Boigny, au moment de l'indépendance, il avait été dit que celui qui cultivait la terre lui appartenait. Et donc aujourd'hui, il y a des parcs nationaux, il y a des réserves naturelles. Simplement, les populations, voyant l'enjeu économique, grignotent dans ce qu'on appelle les forêts classées. Et aujourd'hui, il y a énormément de la production de cacao qui sont faits dans des forêts classées, donc dans des forêts préservées. Et vous connaissez le problème du palmier à huile, hein, dans lequel il y a des attaques assez importantes et qui sont justifiées, bien entendu. Et donc les Ivoiriens ne veulent surtout pas qu'à un moment donné, on commence à dire que quand vous mangez du cacao, ça contribue à la disparition de la forêt. Et donc il y a tout un programme de verdissement de la politique, notamment via ces travaux des jardins botaniques, via également des créations d'associations visant au commerce équitable, visant à améliorer les productions, tout un tas de choses. Alors il y a tous les labels, hein, tous les labels internationaux, Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance, donc vous avez tout un tas de filières qui se sont mises en place. Et quand vous allez visiter les coopératives, eh bien, il y a effectivement, ils se sont engouffrés dans tous ces modes de production visant à du développement durable. Et puis alors, bien entendu, les grands groupes sont dedans, notamment un grand groupe américain qui s'appelle Cargill, hein, que vous connaissez certainement, un grand groupe d'agroalimentaire, puisque donc voici le représentant pour l'Afrique de l'Ouest de Cargill, l'avenue du ministre, et puis ils m'ont gentiment permis de participer. Donc là, aujourd'hui, il y a tout un vaste projet visant à géolocaliser les pieds individuels de chaque cacao pour vérifier qu'ils ne sont pas dans des parcelles préservées et d'assurer une traçabilité complète de la filière pour être sûr qu'aujourd'hui, c'est leur projet, que l'ensemble de la traçabilité de la filière soit établie pour qu'aujourd'hui, la production de cacao n'aille plus nuire aux forêts de Côte d'Ivoire. Également des formations pour améliorer les processus culturaux, etc. Enfin, il y a toute une campagne qui est établie visant à effectivement améliorer tout ça.
Et puis donc, du coup, en fin de mission, je me suis rendu compte que derrière cette mission où on parlait de Bingerville, en fait, je me suis rendu compte que la problématique, elle était beaucoup plus globale. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, là, je vous ai mis un exemple. Donc ça, c'est la Fraternité Matin, c'est le grand quotidien ivoirien. Donc le lendemain de mon arrivée, il y avait déjà un grand article qui paraissait dans la presse. On a eu plein de télés qui sont venues nous voir. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des tels enjeux sur le cacao et le fait de produire un cacao propre que, en fait, effectivement, les jardins botaniques, Banco, Bingerville ou Yamoussoukro, eh bien, ont leur rôle à jouer et on est venu surtout nous chercher pour aider à résoudre ce problème de la production la plus écologique possible de leur production agricole. Voilà, alors le projet avance, hein. Moi je suis rentré au mois de novembre, et puis pas plus tard que la semaine dernière, eh bien effectivement, il y a eu à Abidjan une grande signature, puisqu'en fait, un des préalables à lancer une stratégie, c'est de refaire un inventaire, et le ministère des Eaux et Forêts, comme je vous le disais, la compétence scientifique, elle est à l'université, au ministère de l'Environnement. Donc il y a un projet beaucoup plus global, avec de la coopération internationale, pour faire un état des lieux et essayer de voir où sont encore aujourd'hui les foyers dans lesquels toutes ces essences typiques ivoiriennes de la biodiversité locale se trouvent, dans le but, enfin, de pouvoir relancer des programmes de reboisement sur la base de la flore indigène. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore en étant politiquement correct? Voilà, c'est tout. Voilà, je voulais un peu vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel ça s'était fait. Et derrière les enjeux d'un jardin botanique et de faire l'éducation et la préservation, on se rend compte qu'il y a des enjeux économiques et politiques qui sont extrêmement importants et que la diversité, les puits de carbone, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière tout ça, la préservation de la diversité et en même temps le maintien de l'économie d'un pays, eh bien tout ça sont des choses qui sont extrêmement complexes. Voilà. Et qu'on m'a demandé de me positionner et que ce n'est pas forcément simple. Voilà. Merci de votre attention.